Le boisé du quai, c'est un coup de cœur pour toute la population. On a grandi avec. C'est quelque chose qui fait partie de notre décor. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que le boisé du quai, c'est un site exceptionnel. Regardez ceci, aujourd'hui, on est au cœur de la ville, avec des arbres, avec une richesse incommensurable de verdure. Mais c'est un lieu fragile. C'est inexplicable que ce lieu-là existe. Parce que c'est un boisé qui repose sur le sable. Les racines sont très fragiles. Ce qui se passe, la ville a acquis ce boisé-là il y a, je pense, 25-30 ans. Au début, ils avaient formé un comité du boisé pour le protéger et le travailler. M. Fortin, le maire actuel, lorsqu'il a été élu à son premier mandat, a annulé ce comité-là. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne l'a pas entretenu. Les arbres sont arrachés, les arbres tombent. Ce n'est pas vrai, contrairement à ce que les gens pensent, que le fait d'avoir des troncs d'arbres par terre, ça engraisse le bois. Pas dans ce cas-ci, parce que c'est une forêt habitée, puis elle est sur le sable. Alors, il faut absolument que cette forêt-là soit nettoyée. Preuve à l'appui de ça, c'est que moi, quand j'étais petit gars, je venais élaguer les arbres avec une hache, puis avec des amis, on venait élaguer les arbres. Et il y a eu un camping, au moment de Mme Gravel, qui gérait ce boisé-là, avait fait un terrain de camping. Et où étaient les terrains du camping? Le boisé est en pleine santé. C'est très simple, c'est explicable. J'ai parlé avec un ingénieur forestier. C'est que là, le boisé a été nettoyé, ça a été élagué. Alors là, il n'y a plus de campagne, évidemment. Alors la forêt est en santé dans ce coin-là. Mais dans les parties du boisé, si vous vous promenez ici, c'est épouvantable. Tout le long du bois, en périphérie, là, le boisé n'est pas entretenu. Les berges ne sont pas entretenues. On n'a rien fait. Alors tout est en train de mourir. Et là, le problème, c'est un problème de vision de ville. La ville, il y a 10 ans, a fait une aberration. Elle a pris pour contexte, elle a pris comme angle de développement un angle de récréo-tourisme. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Alors, on a fermé le quai à la circulation automobile, on en a fait une promenade, on a élargi les stationnements dans le champ des dunes, et ça a eu pour effet, là, vous avez un grand virage dans l'histoire du boisé qui se passe. Ça a eu pour effet d'augmenter l'achalandage, mais sans gérer le boisé. Je pense qu'on aurait dû s'entendre avec la marina, avec Kayak, puis faire un pavillon à l'accueil, près des stationnements, où on s'occupe de la marina, de Kayak et d'accueillir les gens. Puis d'avoir des étudiants l'été qui travaillent dans le boisé, qui entretiennent et qui sont des animateurs tout en étant des gens qui surveillent. Puis faire payer, soit par contribution volontaire ou autrement, les gens de l'extérieur. Quand on paye, puis qu'on a une étiquette, puis qu'on remet des règlements, ça change toute la donne du comportement des gens. Là, c'est bar ouvert, les gens rentrent dans ce boisé-là qui est fragile, on ne respecte rien. Moi, il y a des pompiers qui m'ont dit que l'an passé, ils sont venus au moins une quinzaine de fois pour des feux là, qui auraient pu mal tourner. M. Fortin dit « Ah, ça va bien, il n'y a pas besoin d'avoir d'agents. » Moi, la semaine passée, là, il y avait des gens avec des tentes là, qui mangeaient sur le bord de la grève. Là. Alors, on est chanceux que le boisé n'ait pas passé au feu actuellement. On est chanceux. Moi, c'est un cri du cœur que je lance aujourd'hui. Je ne peux pas faire grand-chose. La différence peut se concrétiser par la pression des gens. Les politiciens ce sont des gens qui agissent sous la pression. Alors, je me dis, mon Dieu, Jean de Baie-Saint-Paul, mettez la pression. Déjà, les deux candidats à la mairie, là, suite aux dernières interventions, ont mis
le boisé dans leurs préoccupations. C'est déjà un acquis, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des actions. Qu'est-ce que la Ville va faire cet été pour protéger le boisé de la venue du tourisme? Qu'est-ce que la Ville va faire avec la nouvelle construction du pavillon qui va amener plus de monde pour protéger l'environnement? L'art à table est descendu dans les rues de Baie-Saint-Paul cette semaine. Et pour savoir de quoi il en retourne, Elisabeth Pailleur a rencontré les organisateurs de cette exposition. Le Carrefour Paul-Médéric présente une exposition hors les murs dans les colonnes Maurice, l'art à table 2. Fanny Dubois, responsable en animation et loisirs à Baie-Saint-Paul, nous explique. L'art à table, en fait, c'est une exposition qui est présentée par Cuisine, Cinéma et Confidence. Donc, c'était la deuxième année cette année qui nous présentait l'exposition. C'est un collectif d'artistes qui œuvrent sous un thème. Donc, cette année, c'était Pierre Bouchard qui en était le commissaire et c'était autour là, du souper, le repas. Donc, on a eu différentes expositions, différents artistes qui se sont commis pour cette exposition. Avec la fermeture du centre culturel avant les fêtes, il devenait important de trouver une alternative aux expositions. C'est avec la participation de la responsable du festival Cuisine, Cinéma et Confidence que l'idée d'exposer hors les murs est arrivée. Quand Lucie Tremblay nous a contactés, mais tout de suite, on a eu le goût de pouvoir donner une seconde vie à l'exposition de Benoît Levac, ses photographies. Et bien, on avait le renouvellement de l'entente en développement culturel qui nous permettait de donner à l'exposition son envol hors les murs du Carrefour culturel. Charlevoix est un terreau de producteurs et de chefs là, incroyables. Fait que je trouve ça le fun. Il y a plein de nouveautés, il y a plein de... Je trouve ça très inspirant. Le photographe Benoît Levac a su mettre en valeur plusieurs producteurs et chefs de la région, notamment grâce à son choix artistique. Le noir et blanc et le couleur, c'était simple, c'est que je voulais présenter les gens en noir et blanc et le produit des producteurs en couleur. Déjà, il y avait un contraste juste au niveau noir et blanc, couleur. En plus de ça, je trouvais que la bouffe, ça se présentait pas vraiment bien en noir et blanc. C'est beaucoup plus appétissant en couleur. Et le noir et blanc ajoute un côté un petit peu plus dramatique au portrait. Comme c'était avec Cuisine, Cinéma et Confidence, je me suis restreint à travailler avec un type de lumière qui utilise beaucoup en cinéma, qu'on appelle un genre de projecteur Fresnel. Alors, j'ai travaillé aussi avec juste une source. Habituellement, en photo, souvent, on va travailler avec plusieurs sources, des réflecteurs, des choses comme ça. Mais là, je me suis vraiment restreint à travailler avec une source, avec un type de lampe Fresnel. Il a permis des rencontres et des échanges entre chefs et producteurs de Charlevoix, ce qui donne à l'œuvre un aspect authentique et encore plus personnel. Tout le monde se connaît un peu à Baie-Saint-Paul, hein, puis dans Charlevoix quand même, là. Mais c'est comme aussi, il y avait David Forbes avec Julie Gauthier qui fait de la pêche à la fascine. Je pense qu'ils se connaissaient de nom, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. Puis, comme les gens étaient invités à la séance de photos en même temps, ben à peu près, là, alors ils se rencontraient, puis on jasait aussi de la création, comment on allait présenter les choses. Fait que c'était vraiment des moments sympathiques. Le Carrefour culturel ouvrira ses portes juste à temps pour la relâche. Les visiteurs pourront assister aux nouvelles expositions dans le respect des mesures sanitaires. Elisabeth Pailleur pour TVCO. Très tôt vendredi matin, plusieurs citoyens et fervents défenseurs du musée maritime se sont réunis à la marée haute pour vivre les derniers moments du treuil de Saint-Joseph-de-la-Rive. Alors d'abord, c'est un moment totalement d'émotion parce que le treuil, au fond, c'est le sens même, c'est le personnage mythique pratiquement du chantier maritime.
Et le chantier maritime, c'était aussi le cœur économique du village il y a 75 ans. Bon, puis maintenant, tout ça est transféré, je dirais, un peu beaucoup dans le rôle du musée. Donc, arrêter le treuil, c'est aussi signifier que le lieu n'est désormais plus un chantier maritime, mais bien un musée qui interprète un chantier maritime. Je suis partagée entre le nostalgique, c'est ça, c'est très nostalgique, c'est la fin, c'est un peu la mort, mais on va l'immortaliser puis on va l'interpréter au musée. Mais c'est aussi en même temps, comme je le racontais tout à l'heure, un peu un soulagement parce qu'opérer un vieux treuil qui a 70 ans, c'est des surprises à chaque année. Le capitaine Yvan Desgagnés, qui a opéré le treuil pendant quelques années, a eu l'honneur d'éteindre les moteurs pour une dernière fois. C'est une page d'histoire qui s'est tournée. Ça fait un petit, pas un petit regret, mais disons un petit quelque chose parce que il reste quand même que j'ai vécu ici toute ma vie. D'abord, j'ai vu construire le chantier. Après, j'ai vu construire les goélettes. Après, je vais naviguer les goélettes. Alors, c'est sûr que c'est toute une histoire pour moi, mais c'est tout aussi une histoire pour le village. Je trouvais ça, oui, émouvant. C'est la fin du treuil, tu sais, c'est la fin des... Comme M. Desgagnés disait, c'est M. Desgagnés qui parlait, je veux dire, ils ont travaillé sur le treuil, ils ont, comment dire... C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque, c'est ça, c'est ça. C'est triste un peu, c'est triste, mais c'est quand même beau de voir que le musée continue de grandir aussi. Dès qu'on entendait le moteur, ça voulait dire que le bateau, bien souvent on disait c'est le bateau de mon père qui s'en vient, ils vont le sortir de l'eau, puis l'institutrice faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous empêcher de sortir parce que c'était un endroit dangereux. Mais là, le moteur s'est tué ce matin. On l'entendra peut-être qu'une seule fois pour faire des essais, mais c'est une page effectivement qui tourne. L'émotion était palpable chez les nombreux passionnés de navigation qui assistaient à la dernière mise à l'eau. Bien, j'étais très émue avec tout l'environnement, le paysage, le soleil, le froid, et de voir descendre le bateau. Bien, je veux dire, le plus émotif pour moi, là, c'est quand ils ont démarré le moteur pour faire descendre le bateau. Là, c'est comme si tout d'un coup, ces moments-là, quand on passait au chantier maritime, puis toute la période des goélettes, là, c'est comme si tout était remonté d'un coup. Là, le cœur m'a serré, puis comme je savais que c'était aussi la fin, mais on a tellement joué sur ces rails-là. Une fois que l'été, une fois que les bateaux étaient partis, c'était comme un terrain de jeu pour nous autres. Là. On est très loin comme des anecdotes que nous avons entendues aujourd'hui où les bateaux faisaient l'eau, que c'était compliqué, pour ne pas dire très difficile l'automne, continuer à naviguer au mois de novembre. Maintenant, c'est des navires qui sont beaucoup plus confortables. Donc, il faut éveiller justement l'intérêt de nos nouveaux marins qui sont beaucoup plus technologiques et puis de se rendre compte qu'effectivement, le fleuve, c'est un mode de vie qui est très intéressant, puis qui nous permet de rester en communion avec la nature d'une façon beaucoup plus propice que d'autres métiers. C'est sûr qu'il y a l'histoire des lieux. Tu sais, dans les familles, il y en a des capitaines, donc ça doit inspirer les gens. Il y en a des jeunes. Il y a des jeunes qui vont à l'Institut maritime à Rimouski. Fait que, je ne sais pas s'il va en avoir plus, mais j'espère que ça continue à inspirer. La collaboration de Groupe Océan avec le Musée maritime a permis de conserver l'aspect patrimonial de la remontée mécanique. Ça a vraiment été conçu puis fait pour remonter les goélettes afin qu'ils soient réparés l'hiver. Alors ici, on construisait les goélettes, on les mettait à l'eau, mais on ne les remontait pas à l'époque. Donc vraiment, les gens de l'industrie maritime de l'époque se sont mis tous ensemble pour construire ce treuil avec le traîneau et tous les équipements là, pour remonter les goélettes et les entreposer l'hiver. Il devait y en avoir entre 15 et 20 à chaque hiver à entreposer ici. C'est grâce à toute l'équipe, mais surtout un bonhomme des locaux qui s'appelait Mayou, Paul Mayou, qui m'a aidé à refaire le traîneau et refaire le chantier au complet. Ici, c'était tout fini, là. Ça a tout été refait à partir de 90, ça a tout été refait au complet.
et remis fonctionnel. Ça a duré 20 ans. C'est extraordinaire. Ouais. La navigation a beaucoup changé, donc beaucoup moins de bateaux, puis moins de marins. Avant, chaque village avait son lot de marins. Là, maintenant, les compagnies cherchent des marins. Le vieux treuil du musée maritime entre maintenant au musée après 75 ans de dur labeur. Élisabeth Pailleur pour TVCO. La période hippie a marqué à plusieurs niveaux le monde entier et a laissé des traces dans l'histoire de Charlevoix. L'exposition « Les années hippies dans Charlevoix » permet, le temps d'une visite, de revivre les années 70. On voulait vraiment sortir le caractère humain de cette époque-là. Donc, vous allez voir que c'est une de nos premières pour un musée de notre grandeur, d'aller beaucoup vers la technologie. Donc, on a des photos, on a à peu près 250 photos qui roulent, qui tournent dans l'exposition. On a des douches sonores avec à peu près une vingtaine d'entrevues des gens. Donc, c'est une exposition, oui, il y a des artefacts pour vous donner un peu l'ambiance, mais c'est une rencontre avec cette exposition-là qui vous permet de mieux connaître les gens qui ont vécu ces époques-là chez nous. Un travail de recherche de presque 3 ans pour la Société d'histoire de Charlevoix qui a permis de recueillir les témoignages et de documenter l'époque hippie dans la région. La Société d'histoire, en fait, on est un peu à l'origine de l'idée de faire une exposition sur la période hippie parce qu'on trouvait que dans l'histoire de Charlevoix qu'on avait depuis le temps rédigé, tout ça, il manquait comme une page. Et donc, on s'est dit, donc ça fait quand même une 50aine d'années que ce qu'on appelait les hippies, entre guillemets, venaient dans Charlevoix dans les années 70. Donc, on a là une belle histoire à raconter. On l'a proposé au musée. Le musée dit on pourrait faire une exposition en parallèle. Et on a donc joint la recherche. Le musée a aidé à la recherche, a financé la recherche. Et on a pu comme ça partir en quête d'une 20-25 personnes qui étaient les fameux hippies de Charlevoix. Et on avait un questionnaire et on posait des questions et on a pu retrouver comme ça les grandes tendances du mouvement. Charles Roberge a bien connu cette époque. Et moi, dès 1974, il y a un projet qui m'a tenu vraiment à cœur. C'était la création d'un parc dans les Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie. C'était pour moi important parce que c'était comme redécouvrir un pays qui avait oublié de vivre. C'est comme si dans Charlevoix, les gens avaient des gens libres pourtant. Et mon ami Eudore Fortin pourrait témoigner, mon ami qui a 92 ans maintenant pourrait témoigner certainement, mais des gens qui, au fil des années, avaient été en quelque sorte pris sous un carcan. Un des carcans, bien, on le connaît, il y avait 400 chambres, et puis c'était un gros hôtel à la Malbaie. Un autre carcan, c'était l'exploitation des forêts qu'on faisait et qui était parfois un peu rough pour le pays. Et moi, j'avais le goût qu'on redécouvre ce pays-là. Tout au long de l'exposition, le visiteur voyage dans les années 70 en faisant appel à tous ses sens. On a monté l'exposition par thème. On a le premier qui sont arrivés, quelques-uns sur le pouce, d'autres avec un petit peu plus d'outillage, mais c'était le début, c'est la rubrique d'habiter à la campagne. Donc, qu'est-ce qui est important pour les gens? C'est le premier volet. Après ça, construire sa maison. Donc, il y a eu des idées créatrices, ludiques, que vous avez plus de détails dans la revue, mais il y en a évidemment dans l'exposition. Il y a tout le côté, le retour aux sources de fabriquer leur objet. Donc, on a beaucoup d'artefacts de Mme Hamel qui est avec nous ici, que vous allez pouvoir observer et puis apprécier. Vous avez affiché ces couleurs. Donc, comme moi, j'essaie de ne pas me faire frapper aujourd'hui en venant. Donc, j'ai pris un truc coloré. C'était vraiment l'explosion des couleurs dans tous les domaines, autant dans la culture que dans la mode. Et aussi, il y avait le côté de vivre en groupe, donc les communes étaient un peu populaires à l'époque. Mais ici, vous allez voir que les communes étaient des communes plus de familles. La musique et la culture occupent une grande place dans le mouvement. C'est pourquoi elles sont mises à l'honneur dans l'exposition. On a fait des nouvelles œuvres, des choses qu'on pouvait imaginer différentes, des formes différentes. On a ouvert aussi les mœurs, la mentalité.
la sexualité, la façon de vivre. On vivait beaucoup en groupe, les mouvements hippies. Et il y avait des communes. On parle, entre autres, dans la revue et un peu aussi dans l'expo, de la vraie fanfare Foquet, qui était une commune établie dans Charlevoix de 72 à 74, qui faisait du théâtre expérimental sous influence. Alors, vous pouvez imaginer. Et ça, on peut dire, en quelque sorte, qui sont un peu ceux qui ont inventé le théâtre d'improvisation par la suite, qui est devenu si populaire au Québec. Eux, ils ont fait ça avant, et ensuite, bien, les gens ont suivi. Donc, encore là, du renouveau culturel, du renouveau social, un changement complet de... Et on peut dire aujourd'hui, c'est ce que je voulais particulièrement, on voit entre autres la peinture de Guy Paquette, qui a été un artiste important. On a donc une transformation du milieu et on a un renouveau. Alors, l'appel des mouvements hippies, c'était de renouveler les choses et c'est réussi, je pense, dans Charlevoix. L'exposition Les années hippies dans Charlevoix est accessible au Musée de Charlevoix jusqu'au 16 juillet 2022. La décision de la ville de Baie-Saint-Paul de ne pas transformer la rue Saint-Jean-Baptiste en rue piétonne cet été soulève la controverse et on vous a préparé un reportage à ce sujet. Êtes-vous pour ou contre une rue piétonne sur la rue Saint-Jean-Baptiste cet été? C'est la question que nous avons posée à la population. Certainement pour. Oui, c'est une belle... C'est une belle place pour que les gens puissent circuler librement, puis c'est sûr que c'est bon pour tous les commerçants, puis surtout les restaurateurs qui ont eu une période très difficile. Donc, si ça pouvait augmenter leur superficie, nous autres, on est plusieurs là, commerçants à être solidaires envers tout le monde. Je pense que c'est de rendre un service aux gens qui viennent nous visiter, puis rendre un service aussi à notre population qui vit ici. Ils veulent venir nous voir, mais ils ne veulent pas être entassés. Puis, tu sais, l'animation, là, la rue est déjà une animation. On n'a pas besoin d'avoir des clowns, puis tout ça. Le monde vient se promener, ils viennent prendre une bière dehors, et on n'a pas besoin de rien d'autre que ça. Même si elle n'est pas piétonne, les gens traversent n'importe où, quand il y a beaucoup de gens sur la rue. Là, une question de distanciation, puis c'est agréable, on a une belle rue, pourquoi pas en profiter? Les candidats à la mairie sont à l'écoute des nombreux commerçants de la rue Saint-Jean-Baptiste et croient que la discussion n'est pas terminée. Que je sois maire ou que je sois conseiller, nous devons gérer la situation. Nous devons gérer les attentes des commerçants. C'est sûr que c'est un enjeu que le conseil s'est penché. Suite à la décision qui a été prise, je ne cacherai pas que le téléphone a sonné. J'ai été interpellé par plusieurs commerçants. De là, l'ouverture de M. Fortin de ramener le dossier à la table du conseil, je pense que c'est lundi prochain. Mais c'est sûr qu'il va falloir tenir compte de quelques enjeux. J'ai parlé avec la présidente de l'Association des gens d'affaires. Quelques pistes de solutions ou de propositions m'ont été apportées. Je vais les soumettre au conseil et puis le conseil va prendre des décisions. Je pense que cette semaine, moi et d'autres conseillers aussi ont communiqué avec M. Fortin là, pour demander qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il y a un compromis qu'on pourrait faire aussi? Donc, c'est un sujet qui va être réabordé là, lors du caucus d'études lundi matin là, de la semaine prochaine. Moi, mais je dis, c'est un sujet qu'on a pris une position. Est-ce qu'on avait regardé tous les aspects? Peut-être que non. Maintenant, je pense que tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut se tromper et d'être capable de dire, bon, bien, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être faites. Est-ce qu'il y a un compromis? C'est sûr que l'an dernier, en 2020, on a connu un été exceptionnel. Lorsqu'il y a eu l'enfouissement des fils dans les dernières années, c'était une des questions aussi, c'était un des arguments aussi qui était mis de l'avant. L'enfouissement des fils allait être un moteur pour le tourisme et c'est une rue là, qui me fait penser là, à plus petite échelle à la Grande Allée à Québec. Donc, il faut la mettre en évidence et il faut faire en sorte aussi que cette rue-là, elle dynamise sa vitalité. La Chambre de commerce appuie ses membres et voit d'un bon œil l'impact que peut avoir une rue sans véhicule. Je pense que ça pourrait, à terme, devenir comme un événement signature de la ville de Baie-Saint-Paul parce qu'on sait qu'à travers le monde, les endroits où il y a des rues piétonnes, c'est toujours beaucoup plus achalandé, tant par les touristes que par la population locale. Donc, ça devient en soi une attractivité de la région, de la ville.
Donc, je pense qu'à partir de là, plus il y a de gens, plus les commerçants vont faire des affaires. On peut comprendre que certains d'entre eux sont peut-être moins favorisés parce que, par exemple, ce qu'ils vendent est plus lourd ou plus gros, mais overall, dans l'ensemble, je pense que l'ensemble des marchands qui sont sur la rue Saint-Jean-Baptiste vont quand même y trouver leur compte, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'achalandage à partir du moment où c'est piéton. La circulation et la réduction de voitures dans le secteur est un enjeu majeur pour la ville de Baie-Saint-Paul. Et cet été, le chantier sur le boulevard Monseigneur-Laval pourrait compliquer les choses. Donc, lorsque Transport Québec a pris la décision de faire des travaux qui vont être quand même assez majeurs cet été, il faut se le dire, c'est clair que le réseau routier municipal va être impacté. Il va y avoir là, de multiples véhicules qui vont devoir être dirigés, puisque des travaux, c'est comme toute chose. Il faut refaire nos routes, mais aussi ça amène là, des actions qui sont négatives. C'était une des raisons aussi là, que le Conseil avait penché là, pour ne pas refaire le concept de rue piétonne cette année, là, en raison là, des travaux routiers qui vont se dérouler là, sur la route 138. Bien, nous, au festif, il y a beaucoup d'agents de circulation. Ça aide vraiment beaucoup, là, les feux clignotants, les agents de circulation. Juste ça, ça règle une grosse partie du problème. On a un trafic au festif, mais presque moins gros même que des fois sans festif. Fait que juste des ressources humaines pour gérer le trafic, mettre du clignotant, ça aide. Parce que sinon, il faudrait revoir l'aménagement de la ville au complet. Je pense pas qu'ils sont rendus là, mais ça... L'Association des gens d'affaires souhaite trouver des solutions et travailler en collaboration avec la municipalité. Bien, nous, d'abord et avant tout, ce qu'on a demandé à la Ville, c'est d'avoir des explications là, sur ce qui a influencé leur décision, dans le fond, sur ce qui leur a permis de prendre la décision de ne pas ouvrir la rue, finalement. Et puis, à partir des réponses qu'on aura, bien, est-ce qu'on peut maintenant passer en mode solution? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative? Est-ce que c'est possible d'avoir des compromis, de le faire sur un seul week-end plutôt que sur plusieurs week-ends répartis dans l'été? Est-ce qu'on peut trouver une façon de faire de l'animation, même si la rue est quand même ouverte à la circulation? Est-ce que les restaurateurs peuvent empiéter sur la voie, même si, encore là, il y a de la circulation dans la rue, parce que c'est des choses qu'on voit là, en ville, sur un quartier à Québec, par exemple, à Montréal, même sur la rue Saint-Denis. Alors, c'est vraiment de trouver des solutions pour faire en sorte que nos commerçants puissent passer un bel été, puis que les visiteurs qui viennent ici aussi puissent vivre une belle expérience client, là. Les membres du conseil de la ville de Baie-Saint-Paul vont revoir la situation et une décision sera prise dans les prochains jours. Élisabeth Pailleur pour TVCO.